Toutes nos histoires sont tirées de faits réels, et pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle. Cette histoire que j'ai découverte dans une revue habituellement réservée aux psychanalystes illustre le mystère qui entoure le sommeil, ces heures étranges pendant lesquelles nous basculons dans le monde inconnu des rêves. Jean-Pierre Serretti a 45 ans au moment des faits. Nous sommes le 15 avril de l'an 2000 lorsque ce tourneur-fraiseur se présente à la gendarmerie. Il est 6 heures du matin et le bureau de la réception est encore vide. Les machines à écrire, sous leur housse de plastique gris, sont silencieuses. Pourtant, dans un instant, c'est sur l'une d'entre elles que Renaud Lombard, l'officier de permanence, va consigner le procès-verbal le plus extraordinaire de sa jeune carrière. Ce soir-là, j'étais d'astreinte et j'avais dû m'assoupir dans l'un des bureaux de la gendarmerie. Vers 6h30, je suis sorti pour prendre un café à la machine. Et j'ai vu ce type qui était là, il avait l'air statufié. Le type statufié, c'est lui. Il s'appelle Jean-Pierre Serretti. Et ce matin-là, en se réveillant chez lui, eh bien, il a découvert l'horreur. Quand j'ai vu ce qui s'était passé à la maison, j'ai enfilé un manteau et des chaussures et je suis sorti au plus vite. Je suis parti à la gendarmerie parce que je voulais faire ma déposition. Et comme il n'y avait personne, je me suis assis et j'ai ressassé, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé, mais je ne trouvais pas de réponse. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait là d'une heure aussi matinale. Et là, il m'a dit une chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit, cette nuit, j'ai rêvé que je tuais ma femme. Alors moi, je lui dis que si à chaque fois que quelqu'un fait un cauchemar, il vient faire une déposition, il va falloir qu'on embauche, quoi. Donc, je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il aille se recoucher et qu'il rentre chez lui. Mais là, il m'a dit, quand je me suis réveillé, ma femme, elle était réellement morte. Je lui ai tout raconté. Je me sentais bizarre au réveil. J'avais ce cauchemar horrible qui me revenait en boucle. Alors pour me rassurer, moi je suis parti dans la chambre de Monique pour voir si tout allait bien, pour l'embrasser. Et alors là, le choc. Monique était enroulée dans ses draps avec plein de sang partout, les yeux révulsés. La bouche ouverte comme si elle allait pousser un dernier cri. J'avais vraiment assassiné ma femme, je n'avais pas rêvé. J'ai pensé aux enfants qui dormaient au premier étage, j'ai fermé la porte à clé. Je voulais pas qu'ils trouvent leur mère dans cet état. Je sais pas comment j'ai fait pour pas m'effondrer. Et après, je suis sorti dans la rue comme un zombie. Je me demandais comment j'avais fait pour faire quelque chose d'aussi horrible, quoi. J'ai tout de suite envoyé une patrouille sur place pour vérifier les affirmations. Les gars m'ont appelé quelques minutes plus tard et ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé le corps de Mme Serretti. Elle avait été assassinée, 3 coups de poignard dans le cœur. Selon les dires du médecin légiste qui avait été dépêché sur place, la mort remontait aux alentours de 4 heures du matin. Bon, par contre, les gars n'ont trouvé aucune trace de l'arme du crime. Comme la découverte macabre des gendarmes corrobore en tout point la confession de Jean-Pierre Serretti, Renaud Lombard entreprend de l'interroger plus avant. Et Serretti répète inlassablement sa version des faits, son cauchemar, le réveil et la vision insoutenable du corps sans vie de son épouse. De plus en plus intrigué, le gendarme insiste pour connaître la nature exacte des relations qu'entretenait le couple. S'entendait-il bien? Serretti avait-il des raisons d'en vouloir à sa femme? Sans se faire prier, l'homme un peu hébété répond de bonne grâce à toutes les questions. Il est formel, il adorait son épouse, et jamais il ne lui aurait fait le moindre mal. Lombard n'est pas convaincu. Si l'homme en pyjama assis devant lui a l'air sincère, pourquoi lui et sa femme faisaient-ils chambre à part? J'ai toujours été un peu timide. En plus, j'ai rien d'un Apollon. Alors quand j'ai rencontré Monique, elle était très jeune et en plus elle était enceinte d'un gars qui l'avait laissé tomber. Alors,
comme ses parents l'avaient mise à la porte, je lui ai proposé de l'épouser et de reconnaître l'enfant. Enfin, voilà quoi. J'étais tellement amoureux d'elle à l'époque. Elle était tellement belle. Vous pensez, une fille comme ça, on ne pouvait pas la louper? Jean-Pierre Serretti était-il un homme au grand cœur ou un amoureux trop naïf? Sa sœur a une opinion bien tranchée là-dessus. J'ai toujours dit à mon frère de se méfier de cette fille. Mais bon, lui c'est un pigeon et il a un cœur en or. Puis alors ça, Monique, elle l'avait tout de suite repéré. Hein. Non, elle était trop aguicheuse pour être honnête. Vous savez, c'est pas pour être médisante, hein, mais elle avait la réputation d'être une fille facile. Enfin, en tout cas, ils se sont mariés et moi, évidemment, j'ai pas eu mon mot à dire. Hein. Au bout de 5 ans de mariage, on venait juste de finir la maison, elle était toute neuve. Et puis on venait juste d'avoir la naissance de notre petit garçon, le deuxième. Je voyais bien que Monique, elle n'était pas heureuse avec moi. Alors, un jour, même si ça me crevait le cœur, j'ai proposé de divorcer. Malheureusement, elle a dit oui, tout de suite. Alors, au tribunal, c'est passé tout de suite au tribunal et le divorce a été prononcé. Et le juge a ordonné ce qu'on nous vendions la maison pour partager l'argent. Mais malgré tout, je voyais bien que Monique, elle n'était pas d'accord pour quitter la maison. Alors ce qu'on a fait, on a fait un arrangement à l'amiable. Monique, elle, s'est installée dans la chambre et moi, je dormais dans le canapé. Le pauvre. Il s'est saigné, mais aux 4 veines, pour pouvoir faire construire cette maison dans ce lotissement. Et alors Monique, elle se la collait douce. À part se faire les ongles et fumer cigarette sur cigarette, il n'y avait rien qui l'intéressait. Elle était vraiment bonne à rien. Même ses enfants, elle ne savait pas s'en occuper. Monique, les enfants, la maison, moi, j'en demandais pas plus. Et puis un jour, elle a trouvé un petit boulot de serveuse. C'est la première fois qu'elle gagnait sa vie en travaillant. Ah, elle était aux anges. Et je crois même qu'elle fréquentait les hommes à l'époque, hein, parce qu'elle sortait souvent le soir, et puis c'est moi qui gardais les enfants. Ça me faisait souffrir, mais après tout, on était divorcés, et elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait. Même si ça me faisait souffrir. Plus il avançait dans sa déposition, plus j'entrevoyais les raisons qui auraient pu le pousser à la tuer. Vue de l'extérieur, elle donnait l'impression de se payer sa tête et de profiter de la situation. Cet homme respirait la gentillesse. C'est souvent ce qui arrive avec les braves types. Un jour, ils pètent les plombs. Elle l'a pas gardé longtemps, son boulot de serveuse. Son patron l'a virée au bout d'1 an. Puis alors, évidemment, elle est revenue vers mon frère en pleurnichant. Et puis, lui, bonne poire, comme elle avait plus d'argent, il lui a proposé de l'aider. De l'entretenir, oui, c'est plutôt le mot. Ils ont vite recommencé à se promener bras dessus, bras dessous. Et alors, le pire, c'est qu'ils se sont remariés, quelque temps après. À ce stade de la déposition, le gendarme est stupéfait par le mode de vie des Serretti. Car contre toute attente, le couple retourne effectivement à la mairie, mais continue à faire chambre à part. Autre incongruité, bien que remariée, Monique a gardé un amant. Quand Jean-Pierre s'en aperçoit, lui habituellement calme et conciliant, entre dans une colère noire. Son épouse lui doit fidélité et il exige qu'elle respecte ses engagements. Entre deux sanglots, Monique implore son pardon et jure qu'elle va rompre au plus vite. Jean-Pierre, satisfait, lui accorde une nouvelle chance. Le 15 avril 2000, à 14h, M. Jean-Pierre Serretti a été placé en garde à vue. Même s'il n'avouait avoir tué sa femme qu'en rêve, il était pour nous le principal suspect. Au cours de l'enquête, on a passé la maison au peigne fin et on a trouvé dans la cuisine des somnifères. Lors du 2e interrogatoire, je l'ai questionné à ce sujet. Quand le gendarme m'a parlé de ses cachets pour dormir, moi j'étais très étonné parce que Monique, elle n'a jamais eu de problème d'insomnie. Et moi, quand j'ai bossé toute la journée à l'usine, faut pas me prier pour aller dormir. Surtout depuis qu'on avait instauré ce petit rituel du verre de cognac avant d'aller se coucher. C'était pas tous les soirs, hein, mais bon, 2-3 fois dans la semaine, moi, il fallait pas me prier pour aller me... Enfin bref, après, je dormais comme un bébé. Un soir, j'ai téléphoné à mon frère. Il avait du mal à aligner 2 mots, comme s'il avait bu. Alors, ça m'a intriguée parce qu'il n'avait pas l'habitude de boire. Je lui ai demandé ce qu'il avait bu.
Et puis il m'a répondu, juste un verre de cognac. Et là, il a raccroché. Et quand j'ai rappelé, c'est Monique qui a décroché. Et qui m'a dit qu'il était monté se coucher. À 9 h du soir, ça m'a semblé bizarre. Mais bon, avec ces deux-là, j'étais pas à ça près. Entre le rituel du cognac et la présence de somnifères dans la maison, on a échafaudé une hypothèse avec les collègues. Et si Madame Seretti avait drogué plusieurs fois par semaine son mari pour pouvoir soit sortir, soit même pouvoir recevoir directement son amant à la maison? On n'a trouvé aucune trace de sang sur le suspect. Alors est-ce qu'il l'avait tué pendant son sommeil et avait cru l'avoir rêvé? Ou alors est-ce que le coupable courait toujours? Quoi qu'il en soit, l'arme du crime demeurait toujours introuvable. Et oui, où se trouve le couteau qui a servi? Fait étrange, Seretti en prison rêve précisément de ce couteau. Cette histoire de couteau m'obsédait. Il revenait tout le temps dans mon rêve. C'était un gros couteau de chasse avec un manche en corne. J'en avais jamais vu, c'était un objet très rare. Et dès que je fermais les yeux, je revoyais le geste précis de la lame chromée qui s'enfonçait dans le cœur de Monique. Et dans mon rêve, c'est bien moi qui tenais la lame, il n'y a pas de doute là-dessus. Imaginez mon frère en assassin? Non. C'était grotesque. Je connais personne au monde de plus gentil que lui. C'est un ange. Il ferait pas de mal à une mouche. Puis alors surtout, il était fou de sa Monique. Quand les gendarmes sont venus m'interroger, je leur ai dit que j'étais pas du tout étonnée qu'elle finisse comme ça. Vous savez, à force de provoquer les hommes, ça finit par les rendre dingues. Seretti n'a en effet pas le profil d'un meurtrier. Le policier va alors faire une découverte. Je ne pouvais pas croire à la culpabilité de M. Seretti. Alors un soir, je suis retourné dans la maison et j'étais assis par terre dans la chambre de la victime et dans mon angle de vision, j'ai aperçu des cendres dans la cheminée. Alors j'ai ramassé tous les restes de papier calciné et je les ai portés au laboratoire. Les résultats ont fait prendre un tour décisif à l'affaire. Monique n'avait jamais rompu avec son amant. Le capitaine Lombard avait trouvé des morceaux de photographie dans la cheminée de sa chambre. Ce qui a permis d'ailleurs de l'identifier. Oh, savoir que Monique me trompait depuis des mois. Et moi, comme un couillon, je pensais qu'on était toujours ensemble, on était à nouveau amoureux. Ça m'a complètement détruit. C'est comme si elle était morte une deuxième fois. Nous avons rapidement mis la main sur cet homme, l'amant de Monique Seretti. C'était un dealer alcoolique et violent. Il nous a avoué avoir tué sa maîtresse ce soir-là. Monique Seretti mettait effectivement des somnifères dans le verre de cognac de son mari lorsqu'elle voulait recevoir son amant. C'est ce qu'elle a fait ce soir-là d'ailleurs. Lorsque son amant est arrivé, elle lui a dit que c'était terminé, qu'elle ne voulait plus le voir, elle a brûlé les photos dans la cheminée, et là ça l'a rendu fou. Il l'a tué. Elle lui a mis 3 coups de couteau en plein cœur. Il n'a pas supporté d'être lâché par Monique. Je le comprends. J'avais vécu la même chose. Sauf que moi je ne l'ai pas tué. Je l'aimais trop. J'en ai seulement rêvé. Si cette affaire s'était arrêtée là, elle serait simplement venue grossir la liste des crimes passionnels. Mais comment expliquer le rêve de Jean-Pierre? Comment cet homme a-t-il pu observer la scène dans son sommeil avec autant de précision? Car rien n'a échappé aux dormeurs. Les gendarmes ont en effet découvert l'arme du crime cachée sous le lit de l'assassin, un lourd couteau de chasse avec un manche en corne semblable à celui que Jean-Pierre avait cru tenir entre ses propres mains. Alors, rêve prémonitoire ou phénomène étrange? À vous d'en décider, car nous ne saurons jamais la vérité. Avez-vous déjà fait ce que l'on appelle un rêve prémonitoire? Un rêve étrange qui vous fait entrevoir en un éclair un pan de votre avenir. Certains parlent dans ce cas de voyance, de transmission de pensée, d'expérience indicible. Je suis
peu sensible pour ma part aux phénomènes irrationnels. Cependant, l'histoire qui nous occupe maintenant m'a profondément troublé, car elle m'a été racontée de vive voix par l'un de ses protagonistes. Et, vous allez vous en apercevoir rapidement, elle semble tout à fait impossible. Béatrice Monnier, comédienne, a vécu une étrange expérience. J'ai aucun don de voyance. Et pour être franche, j'ai jamais cru à ce genre de choses. J'y crois d'ailleurs toujours pas. Même après l'expérience incroyable que j'ai vécue avec Jocelyn Bélanger. Je suis un thérapeute. Mes patients sont des gens qui souffrent de différents troubles. Ce sont principalement des professionnels de la voix, des comédiens, des enseignants, des conférenciers. Comme Béatrice Monnier, par exemple, qui est comédienne et qui vient ici depuis 6 ans pour des problèmes de voix. Je fais partie d'une troupe de théâtre, je fais aussi pas mal de radio, et puis des doublages de films, ce qu'on appelle la synchro. Et tout ça, c'est assez fatigant, surtout quand on est sur scène tous les soirs. Et vous savez, une voix, ça se soigne. Ma technique emprunte beaucoup à l'hypnose. Si le terme vous fait peur, on peut parler de sophrologie. L'important, c'est le bien-être des patients. Je les installe dans un fauteuil confortable et le but est de parvenir à la détente, à la décontraction totale de tous les muscles. En moins de 3 semaines, il m'avait rendu capable de tenir ma voix sur n'importe quel texte. J'aurais pu arrêter les séances à ce moment-là, mais plus je travaillais avec lui, plus je découvrais de possibilités, de nuances dans l'interprétation. C'était passionnant. Quand la chose est arrivée, je le voyais depuis plus d'1 an et nous avions fait déjà une 15aine de séances dans ce genre. Béatrice Monnier est toujours venue 1 fois par semaine, le vendredi à 14 h. La séance en question, celle au cours de laquelle le phénomène s'est passé, c'est inscrit là. C'était un 31 août, il y a quelques années. À cette période-là, en revanche, ça allait beaucoup mieux. Mon agent m'avait même trouvé un beau rôle dans un long métrage. Comme d'habitude, M. Bélanger m'a demandé de m'allonger. Je me souviens que ce jour-là, j'ai décollé très vite. Enfin, je veux dire que j'ai lâché prise rapidement, ce qui n'était pas vraiment le cas lors des premières séances. En fait, c'est un travail très précis. J'induis un état de conscience modifié. Ce n'est ni un état de veille normale, ni un état de sommeil. Surtout pas de sommeil, du reste, parce que un patient, quand il dort, par définition, il ne travaille pas. Or, il s'agit d'un travail. Il faut préciser que moi-même, je participe au travail. Je me laisse... Je sers de guide. Je joue mon rôle de guide. J'aide le patient à décoller, comme dit Béatrice Monnier. Je me laisse aller à un état semblable. Et il arrive souvent qu'il y ait communication entre le patient et moi. La seconde phase de la séance consiste à atterrir. Et d'habitude, quand j'atterris, ma voix est magnifiquement ample et souple et je la maîtrise parfaitement. Mais là, ça s'est pas bien passé du tout. J'ai pas du tout aimé mes sensations. Elle était assise là. J'ai un peu écourté la séance parce que je ne la sentais vraiment pas bien du tout. Moi-même, je me sentais drôle. J'avais vu des images que je n'aimais pas. Parce que je n'en comprenais ni la signification ni les origines. Lors de cette séance d'hypnose, Béatrice va avoir une vision prémonitoire tout à fait exceptionnelle. Elle aperçoit des images qui vont bouleverser le monde. J'avais nettement vu des images, mais je ne parvenais pas à en parler. J'avais aucun mot à mettre dessus. C'était exactement comme si j'avais vu un film et que j'étais incapable de le raconter à quelqu'un. Évidemment, c'est exactement le contraire que je recherchais. Mais ce qui était vraiment dérangeant, c'était que moi aussi j'avais cette drôle de sensation. J'avais vu une sorte d'endroit et tout d'un coup,
2 mots me sont venus à l'esprit très précisément. Alors j'ai tenté quelque chose de dangereux et dont j'assumais le risque. Il m'a dit, je vais vous rendre quelque chose que j'ai reçu tout à l'heure, et qui vous appartient sûrement parce que ce travail, c'est le vôtre. Est-ce que les mots Nécropole 0 évoquent pour vous quelque chose? Et là, ça s'est débloqué tout d'un coup. Avec ces 2 mots, je pouvais presque décrire l'endroit que j'avais vu. Je marchais sur du sable gris. Il y avait des pierres partout, des amas de pierres, des colonnes brisées. Et puis des gens qui marchaient lentement, comme dans un brouillard. Et le tout dans un silence complet. Et il y avait surtout une impression de malheur, de tristesse terrible. Ma première impression, c'était un paysage sous-marin, une cité engloutie. Une nécropole engloutie puisque c'est le terme qui avait tout déclenché. Je marchais lentement dans ce paysage aquatique et je voyais trouble. Il y avait des particules, du plancton, des algues, des morceaux de coraux en suspension dans l'eau. Puis surtout, c'était ce silence, cette impression pesante, cette énorme tristesse. Puis je voyais aussi des gens qui marchaient lentement, curieusement, comme si c'était des scaphandriers. Il y avait aussi quelque chose de très précis dont je me souviens. Il y avait une espèce d'arche en pierre, à demi effondrée. J'avais vu cette arche, moi aussi. Comme une ogive d'église, mais pas entière. Une arche gothique qui restait debout, uniquement le côté gauche. Et au-dessus de cette arche, il y avait comme une espèce de rosace. Les témoignages recueillis séparément concordent étrangement. Béatrice Monnier et Jocelyn Bélanger ont en effet l'impression d'avoir été transportés au même instant dans un univers dangereux et fantasmagorique, dans un endroit silencieux et empreint d'une immense tristesse. Et cet endroit ne s'apparente pour eux à aucun souvenir réel. Comme pour se débarrasser d'un poids après la séance, le thérapeute et sa patiente ressentent le besoin de communiquer à des proches leur inquiétante vision. La meilleure amie de Béatrice, Marianne Desmarais, est journaliste. J'ai pas prévu ça du tout. Quand son amie lui raconte son étrange vision, elle prend l'affaire très au sérieux. Et la suite va lui donner raison. Une petite seconde, je reprends mon souffle. Oui. Mon amie Béatrice m'a parlé de cette séance le soir même. Nous avions projeté de nous faire un petit dîner entre filles pour nous raconter nos vacances. Mais Béatrice a téléphoné pour annuler et elle était dans un tel état que je suis allée chez elle. On a parlé jusqu'à 2h du matin. Moi, j'ai tout de suite pensé à un rêve prémonitoire. Mais elle m'a répondu que, elle n'avait pas dormi, donc pas rêvé, et que 2, mais ça, je le savais, elle n'était pas du tout branchée paranormale. Mais une chose est sûre, Nécropole 0, elle m'en a bel et bien parlé, fin août. Après le départ de Marianne, j'ai fait un rêve. Un vrai rêve. Terrifiant. Au réveil, j'avais qu'un vague souvenir. Je me souvenais d'un grand poisson blanc. Béatrice m'a téléphoné le samedi matin. Je la sentais tremblante au téléphone. Je lui ai dit, écoute, moi j'y connais rien en interprétation des rêves. Ton grand poisson blanc, je sais pas quoi en faire. Mais si ça va pas, appelle donc ton thérapeute. C'est peut-être lié à votre séance de vendredi. J'étais vraiment mal. Je lui ai raconté mon rêve.
et le poisson blanc. Pour être précise, dans mon rêve, j'étais exactement au même endroit. Et au-dessus de moi, dans ce brouillard de sable, il y avait un grand poisson blanc qui arrivait comme ça. Moi aussi, la nuit précédente, j'avais fait un rêve effroyable. J'étais revenu dans le lieu, dans cette nécropole, et j'avais rencontré un animal similaire. Pour moi, ce n'était pas un poisson, c'était une baleine avec un museau allongé, ou alors un sous-marin avec un nez pointu. Jacques Dantin est un ami de Jocelyn, le thérapeute. Jocelyn ne m'a pas vraiment raconté la séance avec sa patiente. Déontologie oblige. En revanche, le lendemain, le 1er septembre, nous déjeunions avec nos épouses et il m'a demandé si les termes de nécropole 0 me disaient quelque chose. Ça ne me disait absolument rien. Mais comme il assistait, j'ai promis de faire quelques recherches. C'est ce que j'ai fait et je n'ai absolument rien trouvé, hormis la définition de nécropole dans le dictionnaire. Je téléphonais à Jocelyn pour lui dire ce que j'avais trouvé. Je connais la définition par cœur maintenant. Alors, nécropole, du grec nécropolis, la ville des morts, vaste cimetière urbain, en souterrain ou à ciel ouvert, de caractère monumental. Une nouvelle fois, les protagonistes de cette histoire ne se sont à aucun moment consultés. On peut seulement constater qu'ils ont fait des rêves étrangement similaires. Marianne Desmarais, l'amie journaliste de Béatrice, fait bientôt une découverte fortuite qui va apporter un nouvel éclairage sur cette incroyable série de coïncidences. Au milieu de la semaine, je crois, j'ai trouvé l'image en faisant ma revue de presse. Immédiatement, j'ai pensé au rêve de Béatrice. Je l'ai tout de suite appelée pour qu'elle aille acheter ce journal. Je ne sais plus quel titre c'était d'ailleurs. Effectivement, il y avait cette page de publicité pour le constructeur du train à grande vitesse au Japon. On voyait l'avant de la locomotive, blanche, le nez très long avec le poste de pilotage presque dans le prolongement. J'ai reconnu le nez du grand poisson. Cette publicité m'a fait un effet incroyable. J'ai tout de suite appelé M. Bélanger pour lui en parler. En fait, je n'étais pas à la maison quand Béatrice Meunier m'a téléphoné. Non, j'étais sorti faire des courses avec ma femme et là, devant une agence de voyage, une petite agence devant laquelle je passais tous les jours, j'ai vu un avion. Vous savez, ces maquettes d'avions en plastique où l'avion repose sur un socle et il est incliné comme ça. Et là, j'ai réalisé que mon sous-marin, ce n'était pas un sous-marin, mais un avion. Béa m'attendait toute la semaine. Elle était persuadée qu'une catastrophe allait arriver au train à grande vitesse japonais. Qu'il allait tomber dans la mer ou je ne sais quoi. Elle voulait absolument qu'on essaye de prévenir quelqu'un. Mais qui? Et sur quelle base? Les visions d'un thérapeute vocal et d'une comédienne? 10 jours après la fameuse séance, j'ai invité Jocelyn à déjeuner à la maison, histoire de lui remonter le moral. Après le repas, je voulais qu'on visionne une cassette de ballet. Nous sommes très amateurs de ballet, tous les deux, de danse classique. J'avais enregistré un ballet à la télévision la semaine, Don Quichotte ou Le Lac des Cygnes, je n'arrive pas à m'en souvenir. Bref, sur le coup de 15 heures, nous sommes montés dans mon bureau. J'ai allumé la télé. Nous étions sur je ne sais plus quelle chaîne quand Jacques avait coupé le son pendant qu'il farfouillait dans ses cassettes. Et c'est alors que nous avons vu l'image. Une image fixe, légèrement tremblotante. Du coin de l'œil, en fouillant la cassette, j'ai cru un film de série B, comme ils en mettent l'après-midi. C'était un plan fixe, une tour au téléobjectif. Il y avait plein de fumée qui sortait parmi les étages. Alors j'ai dit à Jacques, mais c'est New York, c'est pas un film. Il y avait une speakerine américaine qui parlait d'incendie ou de bombe. Et derrière elle, nous avons vu un avion s'écraser contre une tour. Nous venions de voir des avions entrer en collision avec les plus célèbres tours des États-Unis. Nous étions en train d'assister en direct aux attentats du 11 septembre. Le mardi 11 septembre 2001. Souvenez-vous.
Il était 15 heures passées de quelques minutes. Comme des millions de téléspectateurs hallucinés, Jocelyn Bélanger et son vieil ami Jacques Dantin regardent, sans parvenir à y croire, la destruction des tours jumelles de New York. Béatrice Monnier, elle, n'a vu les images du cataclysme que plus tard dans la soirée, en sortant d'une séance de répétition au théâtre. Comme tout le monde, je pense, je suis resté collé devant mon téléviseur toute la nuit et même le lendemain. Alors le mercredi, j'ai pris l'initiative d'appeler Béatrice pour lui demander de venir à mon cabinet pour en parler. Et j'ai laissé même le petit téléviseur qu'il y a près du bureau. Nous étions ensemble quand, pour la première fois, les télévisions ont passé les images des premiers secours, des débris. Il y avait de la poussière, il y avait ce silence, il y avait cet immense malheur et c'était ça nos visions. En fait, les scaphandriers, c'était les pompiers new-yorkais. Le tapis de sable gris, l'atmosphère irrespirable, c'était évidemment les images atroces des tours effondrées. L'ogive de pierre brisée, on l'a vu aussi à la télévision. C'était l'église qui était au pied des tours. Vous vous rendez compte? Nous avons vu les attentats du 11 septembre, 10 jours avant qu'ils n'aient lieu. Et nous n'avons rien fait. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Béatrice Monnier et Jocelyn Bélanger apprennent bientôt que les journalistes américains ont baptisé Ground Zero le site du carnage. Lequel, de Béatrice ou de Jocelyn, a-t-il des dons de voyance? Lequel des deux a transmis à l'autre sa vision de mort et de destruction? Lequel a vu le premier dans son rêve Nécropole Zéro? Peut-être ont-ils partagé au même instant la même image prémonitoire? Je laisse toutes ces questions sans réponse à votre appréciation. Les histoires qui mettent en scène l'entraide et l'amitié qui unissent hommes et animaux sont souvent très émouvantes, surtout lorsque cette relation faite de complicité et d'affection devient vitale pour les deux partenaires. C'est le cas dans le récit que je tiens de la bouche même de celui qui l'a vécu et que je vous propose de regarder tout de suite. Étienne Saulnier est un ancien résistant. Vous savez, mon histoire personnelle est très difficile. J'ai perdu les miens dans des circonstances très graves. J'ai connu la violence. Et dans ma vie, un événement m'a profondément marqué. C'est ma relation avec mon chien, Max. Max. Ah oui, c'est devenu un véritable mythe chez nous, Max. Ce chien, comment dire, c'est un membre de la famille à part entière, une sorte d'ancêtre héroïque. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on racontait cette histoire à nos enfants pour les endormir, parce que, somme toute, c'est une histoire assez tragique. Mais c'est vrai qu'elle nous a été transmise et elle continue à traverser les générations. C'est certain. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Quand je pense à toi, très souvent, c'est cette histoire qui me vient à l'esprit. Tu vois? Bon, je te laisse, je vais faire un petit tour au plan d'eau. Tout à l'heure. Martine, la fille d'Étienne, est vétérinaire. Et l'incroyable histoire de son père avec son chien l'a influencé dans le choix de son métier. Ah, vous voulez que je vous parle de mon père et de son chien, Max? Ah, sacrée histoire. Surtout quand on s'intéresse à la psychologie animale, enfin, psychologie canine et tous les rapports en général entre l'homme et l'animal. Ah, voyez-vous cette histoire? Dans ma famille, dans son entourage, elle fascine toujours, même des années après. Moi, c'est pas un hasard si je suis devenue véto. Quand j'étais toute petite, j'en ai entendu parler avec tellement d'émotion. Ah. Monsieur Jérôme!
Monsieur Jérôme, c'est Madame Saulnier. C'était un braque allemand. Un braque de Weimar. Une bête magnifique. Une race très recherchée par les connaisseurs. Je peux dire que dans la rue, il passait pas inaperçu. Et moi, avec ce chien, comment je pourrais dire, on était sur la même longueur d'onde. Oui, c'est à peine croyable, ça dépasse l'entendement. Mais un chien et un homme peuvent-ils réellement se comprendre et communiquer? Les poules. Il y a un problème de ponte en ce moment. Oh, bon, bah, c'est juste une histoire d'alimentation, ça. On va voir ça, hein. Vous savez, chez l'homme, il y a une part d'animalité. Et dans certains cas extrêmes comme celui-là, l'homme et la bête communiquent essentiellement sur ce terrain. Mon père, lui, il appelle ça de la télépathie. Alors, bon, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une forme d'échange qui ne passe pas par les codes humains, comme le langage, quoi. Et ça existe, hein, ça, je peux vous dire que ça existe. Je le vois tous les jours avec mes clients. Bon, évidemment, avec les poules, peut-être pas, hein, il y a des degrés divers. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'entre mon père et son chien, le phénomène était particulièrement fort. Ce chien devançait mes idées, mes actes, mes désirs. Par exemple, si j'avais l'intention de sortir, il le savait immédiatement, il se mettait devant la porte. Mais attention, hein, avant que je fasse quoi que ce soit, pour exprimer l'idée que j'allais sortir. Non, non. Il devançait mes intentions. Pour moi, il était télépathe, ce chien. Le chien d'Étienne Saulnier est-il doué de pouvoirs extraordinaires? On peut naturellement en douter, bien que des chercheurs aient récemment mis en évidence des liens inexplicables qui relient certains animaux à leurs propriétaires. Une sorte de sixième sens, un radar sophistiqué leur permettant de capter des ondes à distance et de réagir en conséquence. Quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire. Nous sommes à Paris, sous l'occupation. Étienne Saulnier, qui a tout juste 30 ans, dirige un garage qui assure à sa famille une vie confortable, mais en réalité, le garage dissimule d'autres activités, car Saulnier appartient à un réseau de résistance. De confession juive, sa sécurité est dès lors doublement menacée. Mon vrai nom, c'est Salzman. Mes parents ont connu les pogroms en Russie. Ils y ont perdu toute leur famille. Pendant les années 20, ils ont senti le vent tourner, une sorte de prémonition. Ils ont décidé de changer de nom. Salzman est devenu Saulnier, et moi, Nathan Salzman, je suis devenu Étienne Saulnier. Pendant les années d'occupation, il valait mieux s'appeler Saulnier, hein? Donc, à ce moment-là, j'avais le garage. Il était bien situé, tout près de l'avenue de la Grande Armée. Ça marchait pas mal. Mais l'ambiance générale, pour nous les Juifs, se dégradait sérieusement. J'appartenais à un réseau de résistants. Et je sentais que je commençais à mettre ma famille en danger. Même si le garage servait uniquement de boîte aux lettres à cette époque. Le fils d'Étienne Saulnier nous raconte comment son père a décidé de protéger sa famille en passant en zone libre. Oui, ma sœur n'était pas encore née, elle est née dans les années 50. Et moi, je devais avoir à peine un an, quelque chose comme ça. Et vu le contexte, les lois anti-juifs, les premières rafles, les activités clandestines de mon père, il a décidé de nous amener, ma mère et moi, en zone libre. Et donc, comme il avait un frère qui vivait sur la Côte d'Azur et qui pouvait nous recevoir, on est parti. J'avais mon chien Max à ce moment-là. Mais le voyage par le train risquait d'être long, compliqué, surtout avec un bébé. Il fallait franchir la ligne de démarcation pour arriver en zone non occupée. Donc, pas question d'emmener Max. J'ai donc décidé de le laisser à mes parents qui habitaient le Marais où mon père était ailleurs. Étienne Saulnier confie donc Max à ses parents, puis il part rejoindre son épouse et leur fille sur la Côte d'Azur. Tandis qu'il séjourne chez son frère, il ne tarde pas à recevoir un télégramme alarmant de ses parents. Mes grands-parents ont écrit à notre père pour lui dire que le chien n'allait pas bien du tout. Il s'ennuyait de mon père, en fait. Il passait la journée devant la porte à attendre son retour, il ne mangeait plus.
En fait, ils déprimaient, quoi. Et là, eux, ça les inquiétait. Et il y a beaucoup d'animaux qui ne supportent pas d'être séparés de leur maître. Il y en a même qui se laissent mourir. Moi, je crois que c'est pour ça que mes grands-parents ont demandé à papa de rentrer plus tôt que prévu. Ils avaient peur que Max ne dépérisse. Je pouvais pas laisser Max comme ça. J'ai donc décidé de revenir plus tôt que prévu. J'ai laissé mon épouse et Joël chez mon frère, sur la Côte d'Azur, et j'ai averti mes parents par télégramme en leur précisant le jour et l'heure de mon arrivée à la gare de Lyon. Dès cet instant, les événements prennent une tournure réellement dramatique. La Gestapo, à la recherche de Saulnier, perquisitionne l'appartement de ses parents, diffuse son signalement dans les gares et dans les lieux publics. La Gestapo a mis l'appartement de mes grands-parents sans dessus-dessous. Mais bien sûr, ils ont trouvé le télégramme dans lequel mon père les informait de son arrivée à la gare le surlendemain à 8h du matin. Quand je suis descendu du train à la gare, j'ai vu Max au bout du quai, tenu en laisse par des hommes de la Gestapo. J'ai compris tout de suite. Ils avaient pris Max pour m'identifier et m'arrêter. Évidemment, il s'est mis à aboyer dans ma direction en tirant sur sa laisse. Mais heureusement, il y avait beaucoup de monde sur le quai, ils m'ont pas repéré tout de suite. Et alors là, les événements ne sont plus rationnels. J'ai vu un des hommes se pencher pour défaire la laisse du chien. À ce moment-là, j'ai tout compris tout de suite. J'ai compris la situation. Ils avaient arrêté mes parents. Alors j'ai été pris d'une rage énorme. Une rage énorme, vous comprenez. J'avais envie de tuer tous ces types, de les tuer là, immédiatement, de les tuer tous. Il y a beaucoup d'animaux qui perçoivent les émotions de leur maître. Les chevaux aussi. En tout cas, Max, lui, il a tout perçu ce jour-là. Il a, je dirais même capté, moi. Il a capté le danger, la rage de mon père, son désarroi aussi. C'est une connexion mentale immédiate et très puissante. Et Max, ce jour-là, bon, je ne dirais pas qu'il a compris, mais il a senti que les hommes qu'il tenait en laisse voulaient faire du mal à son maître. Et ça j'en suis convaincue, ça fait aucun doute, et c'est une perception immédiate. Ensuite, tout s'est passé très vite. Dès qu'il a été libéré, Max a sauté sur l'homme qu'il tenait. Il lui a sauté à la gorge avec une force inouïe. Et alors, les hommes de la Gestapo l'ont massacré à coups de crosse. Ils ont tué mon chien sous mes yeux. Et je ne pouvais rien faire. Je suis sorti dans le flot des voyageurs, un inconnu parmi tant d'autres. Et sans me retourner, bien sûr. Fallait surtout pas que je me retourne, que je me fasse remarquer. Alors ça a dû être terrible. Mon père venait de comprendre que la Gestapo était allée chez ses parents. Alors qu'est-ce qui s'était passé, ça, il n'en savait rien encore. Mais là, il avait son chien qui était en train de se faire massacrer sous ses yeux par ces brutes. Et il ne pouvait même pas intervenir. Non mais vous imaginez la douleur atroce que ça a dû être. Son chien qui venait de lui sauver la vie, il ne pouvait rien faire pour sauver la sienne. Ensuite, je suis allé chez mes parents. Comme je le pressentais, l'appartement était vide. La Gestapo avait fouillé partout, tout était par terre, cassé. Et évidemment, mes parents n'étaient pas là. Les voisins m'ont dit qu'ils les avaient vus partir dans une traction de la Gestapo. Ils les ont emmenés en camp. Je ne les ai jamais revus. Saulnier parvient à alerter sa femme et lui demande impérativement de demeurer à l'abri dans la zone libre quelque part sur la Côte d'Azur. Puis, il quitte son appartement, abandonne son garage et rejoint son réseau de résistance. On ne peut pas sortir indemne de tout ça.
Tout cela laisse des blessures très profondes. Mon père déjà a dû faire le deuil de ses parents, évidemment. Et en plus, il a été très marqué par ce que son chien avait fait pour lui. Magda! Salut, Magda. papa. Viens. Après cette histoire-là, pendant une bonne vingtaine d'années, qu'est-ce que je dis, moi? Pendant une bonne trentaine d'années, je ne pouvais plus supporter les chiens. C'est bizarre. On a des réactions parfois, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne les supportais plus. Dès que je voyais un chien s'approcher de moi, je devenais nerveux, très mal à l'aise. Et puis, quand tu m'as dit que tu voulais devenir vétérinaire, je crois que je t'ai pas vraiment soutenu. Hein. Ah, c'est vrai. Ça me plaisait pas, l'idée que tu passes ta vie à soigner des bêtes. Heureusement, c'est plus pareil maintenant, hein. T'es bien content quand même que je sois là pour soigner Magda. Mais c'est vrai, ton problème avec les chiens, moi je dirais que c'était une véritable aversion. Tu détestais tous les chiens de la Terre uniquement parce qu'ils étaient vivants, c'est ça, tout simplement. Mais moi, je te comprends, hein, c'est une manière d'exprimer ton traumatisme. Oh, oui. Puis un jour, j'ai rencontré Magda. Pauvre chien abandonné. Il rôdait dans le quartier en fouillant dans les poubelles. Tout maigrichon. Elle a changé, hein. Heureusement. Mais elle ne demandait rien à personne. Puis on a sympathisé, quoi. Et là, je crois que j'ai tourné la page. Ouais. J'ai accepté. J'ai accepté le sacrifice que ce chien extraordinaire avait fait pour moi. Un chien fidèle se sacrifie pour sauver la vie de son maître. Oh certes, l'histoire est bouleversante, mais comment expliquer que Saulnier ait réussi à transmettre à Max son message à distance? Et comment interpréter la réaction tout à fait extraordinaire du chien? Comment croire que Max, en dépit de toute logique, ne se soit pas précipité vers son maître, mais ait attaqué ceux qui cherchaient à l'arrêter? Cette attitude reste une énigme, et le restera sans doute à jamais. Oh, certains peuvent l'expliquer en faisant référence à des pouvoirs télépathiques. Je préfère, quant à moi, y voir une relation mêlée d'affection et d'intelligence entre un homme et son chien, tout simplement. Et c'est encore plus beau. La question que je vais vous poser va peut-être vous surprendre. Un livre peut-il transformer la vie d'un homme? Un livre? Oui, oui, mais pas n'importe lequel. L'homme dont il va être question n'aurait été que l'auteur d'un effroyable fait divers si le livre dont il s'est inspiré n'était autre qu'un traité de magie pratique. Que vous y croyez ou non, je vais vous raconter la mystérieuse histoire d'un homme convaincu que la magie lui a permis d'échapper à la justice. Bertrand Leca a tout d'un homme simple, calme et équilibré. En réalité, il n'en est rien. Voilà ma dernière œuvre. Ma femme n'a jamais compris ma passion. Elle trouvait que ça prenait trop de temps, trop de place. Elle relève que ça sentait la colle. Ça pouvait pas coller entre nous. Monique Bidou est concierge. Elle a bien connu Bertrand Leca et sa femme, un couple mal assorti d'après elle et d'après ses cartes. Alors, les Leca, je les ai rencontrés quand ils se sont installés dans l'immeuble où j'étais concierge à l'époque. Et puis, assez rapidement, Véronique est devenue ma meilleure amie. On commençait par boire le café, je lui ai tiré les cartes. C'était un sacré personnage. Mais mal marié. Je lui avais dit, Véro, tu mérites mieux que ça. La sœur de Bertrand Leca n'est pas du même avis. Enfant déjà, Bertrand était très doué pour fabriquer des choses compliquées avec ses mains. À sa façon, c'est un poète. Ma belle-sœur, en revanche, était une femme de caractère. Elle ne l'a jamais compris.
Je voyais bien qu'il était malheureux. Je t'aurais jamais imaginé. Il a dû agir sous influence. Ben, il avait peur de son ombre. Il prenait jamais une décision, comme si ça ne le concernait pas. Il était toujours fourré dans les pattes de Véronique, ou bien parti dans son monde, à fabriquer des modèles réduits, là, comme un gamin de 10 ans. Là. Peut-être que si on avait eu des enfants, elle aurait été moins... Un jour, elle a décidé que mes maquettes devaient quitter l'appartement. Elle voulait que je descende travailler à la cave. Mais j'ai refusé. Elle les a toutes cassées. Privé de son passe-temps favori, il a commencé à déprimer. Alors je lui ai offert un exemplaire de ce papus. Traité de magie pratique, édition 1893. Je lui ai dit qu'il trouverait dedans une formule magique pour ensoleiller sa vie. Je ne pensais pas qu'il prendrait ça au premier degré. Ce livre de magie a fortement impressionné et influencé Bertrand Leca. Ce livre contient des informations sur la condition psychologique de l'homme, ses rapports avec le cosmos, l'univers physique, le magnétisme. En fait, j'ai compris que mes problèmes venaient de ce que je ne connaissais pas mes propres facultés. J'étais quelqu'un de sous-développé, en quelque sorte. Ma femme était jalouse du livre. Un jour, dans mon dos, elle l'a subtilisé et elle a donné à Monique Bidou, la gardienne, soi-disant que celle-ci en aurait beaucoup plus d'utilité parce qu'elle faisait des horoscopes. C'était fait pour me blâmer. Ça pouvait pas durer. Ah bah c'est sûr, Véro, elle avait son caractère, hein. Pensez, taureau ascendant taureau, valait mieux être son ami que son ennemi. Enfin, c'était pas une raison pour la tuer non plus. L'arme du crime est stupéfiante. Il s'agit d'un simple cachet d'aspirine que Bertrand glisse dans le verre à dents de Véronique. En effet, depuis l'enfance, Véronique est sujette à une terrible allergie à l'aspirine. Il lui est interdit de prendre ne serait-ce qu'une trace d'acide acétylsalicylique, sous peine de mort. Bertrand guette les premiers symptômes d'une allergie foudroyante. Véronique enfle brutalement, devient violette. Elle étouffe, cherche de l'aide, mais Bertrand bloque la porte et la tient enfermée dans la salle de bain. Véronique meurt d'asphyxie en quelques minutes. Bertrand ouvre la porte et contemple le corps inerte. Il est hébété, comme s'il doutait de la véracité de la scène. Mais que faire du corps? Lorsque la concierge frappe à la porte de l'appartement, Bertrand est soudain pris de panique. En hâte, il vide le congélateur pour y cacher le corps de sa femme. Puis il bredouille que celle-ci est allée prendre quelques jours de vacances chez ses parents. L'apprenti meurtrier n'emmène pas large. Eh ben, je me suis méfiée tout de suite. Ça ressemblait pas du tout à Véro de partir sans me le dire. Elle me disait tout. Machiavélique, Bertrand Leca ira jusqu'à signaler la disparition de sa femme à la police. Monsieur Leca-Bertrand est venu signaler la disparition de sa femme le 15 janvier. J'ai donc enregistré sa déposition, ici même. La voici. Mais bon, vous savez, il y a plus de 2000 adultes qui disparaissent chaque année, et puis ils ne sont pas tous assassinés. Il y a même des gens qui décident de changer de vie. Mais lui, il avait l'air raisonnablement inquiet, normal. Je n'avais aucune raison de me méfier. J'ai ouvert un dossier, et je lui ai dit que je passerais chez lui dans 2 ou 3 jours pour faire une petite enquête. Je me suis senti libéré. Je pouvais enfin occuper toute la place du salon pour étaler mes maquettes, et même avoir un chien. Mais auparavant, il fallait que je récupère mon livre pour continuer à développer ma progression dans mes facultés naturelles. Alors j'ai demandé l'aide à la gardienne, et dès qu'elle eut le dos tourné, hop, ni vu ni connu, j'ai récupéré mon livre. Je l'avais trouvé louche. Mais en même temps, il avait l'air toujours tellement paumé. Un soir même, il m'a donné un gigot en disant qu'il allait se perdre. Et en échange, il m'a demandé de lui tirer les cartes et de jouer du pendule pour retrouver Véronique. Bah, évidemment, ça n'a rien donné. Et ben, vous savez quoi? Le gigot, c'était pour faire de la place dans le congélateur pour Véronique. J'avais peur qu'il s'ennuie. Mais à chacune de mes visites, je le trouvais plongé dans son traité de magie, comme hypnotisé. J'ai pensé que c'était un moyen pour lui d'échapper à la réalité. Alors j'ai laissé tranquille. Le policier chargé de l'enquête se justifie aujourd'hui de ne pas avoir fouillé à l'époque l'appartement du mari meurtrier. Bien sûr, j'ai fait une enquête de proximité, je suis allé chez lui. Je sais qu'à cette date, le corps de la victime était dans le congélateur. Ça explique d'ailleurs l'absence d'odeur du cadavre. Mais
Je n'étais pas là pour ouvrir le congélateur, ce n'était pas une perquisition. Et puis, je vous rappelle que je ne cherchais pas une morte, mais une personne disparue. Je m'étais lancé dans une grande maquette au 25e du Concorde. Elle faisait 5 fois celle-là. Elle occupait toute la table du salon. L'inspecteur était un fan des avions. Je me doutais qu'il allait revenir. C'était écrit dans le livre. Bertrand est venu nous voir. Il était à la recherche d'une grande malle pour entreposer les affaires de Véronique. Alors on lui a donné une cantine de l'armée qui avait appartenu à mon mari, reliquat du service militaire. Il y avait son nom écrit dessus, David L'Écuyer. On l'a aidé à la transporter chez lui. Et comment aurait-on pu deviner? Quand la police m'a interrogée, moi je leur ai expliqué que je ne croyais pas du tout à une disparition. Pour moi, c'était un meurtre. Clair et net. Pas de réaction de la police. Alors j'ai écrit au juge. Le magistrat instruit du dossier a ordonné une perquisition au domicile de la victime. Là, nous avions l'autorisation de passer l'appartement au peigne fin. Je suis donc retourné chez les Lecas et j'ai ouvert le congélateur. Il était vide. Véronique était raide et couverte de givre. Je l'avais enveloppée dans la toile cirée pour qu'elle ne colle pas au congélateur. Il a fallu que je l'assieds un peu pour que tout rentre dans la malle. Comme elle était gelée, ça n'a pas saigné. J'ai mis un verrou sur la malle et j'ai dessiné un pentacle dessus. Le petit pentacle de Siméon. C'est la version courte de la formule de protection. Bien entendu, nous avons passé la cave du suspect au peigne fin. Les annexes de l'appartement ne contenaient aucune malle. C'est facile de refaire l'histoire après coup. Je me souviens bien d'avoir vu une malle sur le palier, même qu'il y avait un signe bizarre dessus. Je l'ai pas ouverte parce qu'elle était cadenassée. Et comme j'avais jamais vu cette malle chez Véro, j'avais aucune raison de penser qu'elle appartenait à son mari. Quand à imaginer que ce salaud avait mis son corps dedans, alors là... Mais je vous le répète, nous n'avions pas le droit de perquisitionner ailleurs qu'au domicile des Lecas. Cette malle ne s'y trouvait pas. Il y avait bien un nom inscrit dessus, ça c'est sûr, mais c'était pas le sien. Bon ben oui, c'est bien regrettable, mais je n'avais pas le droit de la saisir. Ah, l'odeur. Mais le problème, c'est qu'il y avait une petite vieille qui habitait au 3e étage. Cette petite vieille avait un chien qui avait une maladie de peau génétique et qui empestait. C'était une odeur épouvantable. C'était pas humain. Je vous donne un exemple. Quand on prenait l'ascenseur, on pouvait pas être derrière eux tellement ça sentait mauvais. Et par habitude, tout le monde attribuait la mauvaise odeur à ce chien. Et la malle était sur le même palier. Bertrand a échappé pour le moment à la vigilance des policiers, mais la malle qui renferme le corps en décomposition est posée dans le couloir, au vu et su de tous. Comment s'en débarrasser? Bertrand va-t-il glisser la malle dans le coffre de sa voiture et la noyer dans un lac? Va-t-il l'enterrer discrètement dans le jardin de sa sœur, car il n'a pas de résidence secondaire? Ou bien va-t-il l'abandonner en forêt avec tous les risques que cela comporte? Une seule certitude, il faut agir vite, car l'odeur qui s'en échappe va finir par attirer l'attention. C'est oublier que Bertrand est convaincu d'être protégé par le livre. Et au lieu de mettre un scénario à exécution, il laisse la malle où elle se trouve pour se plonger dans l'étude du pentacle de Siméon. Obéissant aux règles de son livre, Bertrand Lecas va se mettre en quête d'étranges ingrédients. Un soir, Bertrand est revenu nous voir. J'ai trouvé changé, en mieux. Il avait entrepris la construction de la maquette du palais de Nabuchodonosor. Un truc énorme. Ah, j'ai pensé qu'il avait repris le dessus. Pour son palais, il avait besoin d'ingrédients curieux. Des plantes rares, des météorites, des boyaux de chat. Bien évidemment, on n'avait rien de tout ça, mais on s'est mis en quatre, on voulait lui faire plaisir. Bertrand Lecas a demandé à me rencontrer pour savoir où en était l'enquête sur la disparition de sa femme. Mais je ne pouvais pas lui parler du dossier. Mais cette démarche était tout à fait légitime de sa part. Eh bien, à cette époque-là, il est venu me trouver parce qu'il cherchait à rassembler les affaires de Véro. Et puis il est parti brutalement. Je m'en souviens de ce jour-là, parce que c'est le jour où mon chat a disparu. Laissez-les. Ben, je les range là, sur cette étagère. Vous voyez combien on manque de place? Ils pourraient être mieux cachés, certes. Mais enfin, qui pourrait bien voler des scellés, hein? Pourquoi faire? Ça n'a pas de sens. Ça a été difficile. Il me fallait 66 ingrédients pour réussir le grand pentacle. La formule infaillible du grand Siméon de Mycène. Mais j'ai réussi. Au beau milieu de la nuit, Bertrand déplace la malle à l'aide d'un diable
et la dépose dans sa cave. Il prépare du ciment qu'il coule à l'intérieur de la malle. Ceci fait, il ouvre le manuel de magie pratique et dessine sur le couvercle à la lueur d'une bougie l'infaillible pentacle de Siméon. Le rituel est précis, long, complexe. Il faut mélanger des substances, puis en asperger la malle, tout en psalmodiant des formules incantatoires destinées à en interdire l'accès à toute main humaine. Il est 5 heures du matin lorsque Bertrand achève enfin son rituel. Il remet soigneusement la cave en ordre, puis il pose des scellés sur la malle avant de refermer la porte. Eh oui, sait-on jamais. Mon frère a quitté son appartement. Il a loué une petite maison, puis les années ont passé. Un jour, on a découvert qu'il envoyait des courriers aux banques, leur proposant une formule magique qui garantissait l'inviolabilité de leur coffre. On est tombé de haut. On savait bien qu'il avait toujours été original, mais là, il a fallu envoyer mon petit frère en maison de repos. Eh bien, l'appartement des Lucas a changé de main plusieurs fois. La cave aussi. La malle était lourde, elle embêtait personne. Et puis, il y avait des scellés dessus. C'est important, ça, les scellés. C'est officiel. Bon, il y a bien des caves qui ont été visitées plusieurs fois, mais c'est que les petites choses qui sont volées. Les encombrants, ça intéresse personne. Si le bâtiment n'avait pas été rasé, on se serait rendu compte de rien. Et dire que pendant tout ce temps-là, Ferro était sous nos pieds. Le dossier a été classé sans suite 2 ans après la disparition de Véronique Leca. 8 ans plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ouvrier sur un chantier. L'immeuble de la rue Bonnet était en démolition. En creusant les fondations, la grue avait éventré la malle. Nous avons découvert des ossements dans le ciment. Quand la police m'a appelé ici, ils m'ont dit qu'ils cherchaient mon frère. Ça a été comme si le ciel me tombait sur la tête. J'avoue que je n'y crois toujours pas. Le corps a été identifié grâce à sa dentition. J'ai rouvert le dossier. Nous avons interpellé le mari. Il a avoué son crime. Mais il fallait comparer les dates. Cela faisait 10 ans et 7 jours ouvrés. Donc le crime était prescrit. Impossible de poursuivre. J'ai signifié les faits au juge, qui a aussitôt refermé le dossier. L'infaillible Pentacle est infaillible. Les responsables des banques sont tous des imbéciles. La formule garantit l'inviolabilité des coffres. Tant pis pour eux. Aujourd'hui, Bertrand Leca est interné... Bertrand, c'est l'heure de la cantine. ...dans un établissement psychiatrique. Cette histoire mystérieuse est le récit d'un homme très ordinaire dont la vie a basculé sous l'influence d'un livre. D'une certaine façon, que l'on croit ou non à la magie, Bertrand a raison d'affirmer que le traité de magie pratique l'a protégé en effet. Si vous vous souvenez bien, le pentacle de Siméon était destiné à rendre la malle inaccessible à la main de l'homme. Or, c'est bien une grue, une main non humaine, qui a mis à jour la dépouille de Véronique. Je vais commencer cette histoire par une devinette. Quel est, à votre avis, le temps que met une balle de gros calibre pour parcourir une distance de 3 mètres? Un temps infinitésimal, me répondrez-vous. Vraisemblablement moins d'1 millième de seconde. Et vous aurez raison. Sauf que dans cette histoire inouïe mais authentique, la balle a atteint son but, c'est-à-dire tuer un homme, en très exactement 9 ans, 5 mois, 17 jours et quelques heures. Nous sommes dans la ferme du Vieil Orme. C'est ici, dans cet endroit charmant et paisible, que le drame des frères Josan a eu lieu. C'est Daniel Pia, capitaine de gendarmerie, qui a suivi cette affaire de meurtre. Donc vous voyez cette pierre? C'est ici, au milieu de la cour, qu'il y avait cet arbre. Le Vieil Orme, on l'appelait. Et c'est à cause de cet arbre que tout a commencé. Maître Carré, le notaire de la famille, nous explique le rôle de cet arbre dans le drame.
La cause? Non, non, non. Non, cet orme était un prétexte. Le conflit s'est cristallisé autour de lui, mais la dispute datait de bien plus longtemps. C'était une question de principe. Non, non. Je dirais que c'était une question de personne. Les deux frères se détestaient. André ne supportait pas que Jean-Paul puisse même exister, et vice-versa. Déjà enfant, il y avait de la haine entre eux. Germaine Beaumont, la nourrice qui a élevé les deux frères, rejette la faute du drame sur le père des deux garçons. Quand je suis arrivée au Vieil Orme, c'était en 1950. Oui, Jean-Paul, c'était encore un bébé. Et puis, André n'était pas beaucoup plus grand. Hein. Vous savez, ils avaient juste 1 an d'écart, tous les deux. Hein. Leur maman, elle avait eu un 2e accouchement bien difficile. Hein, puis elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Ça, c'est dommage. Hein. Parce que s'il y avait eu 3 héritiers, Émile, leur père, il n'aurait pas pu manigancer là, ce découpage complètement idiot. Hein. Oh. Enfin, avec ce grand arbre, là, juste en plein milieu. Oh. Et puis ces pauvres gosses, ils seront encore là, hein, et de se montre. Ce n'est pas moi, non, qui ai établi le testament d'Émile Jausan. C'est mon père, maître Lucien Carré, auquel je succède. Cet acte a été dressé en 1965, peu de temps après le décès de Madame Jausan, la mère d'André et Jean-Paul. Je crois que mon père a tenté de le dissuader, mais lorsqu'un Jausan avait une idée en tête... ce pauvre Émile. Oui, il est mort en 73. Il avait un vieux tracteur, vieux comme Mérode, là, tiens. Alors, avec un embrayage qui lui donnait du fil à retordre. Mais ça, il voulait pas en changer. Il préférait en descendre 10 fois par jour pour faire repartir la mécanique en jurant comme un charretier. Le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé aplati entre sa vieille machine et le mur de la grange. Oh là là, si bel homme. Vous savez, il me faisait du grain. Faut dire que j'étais mignonne encore à l'époque. Hein. Au décès de M. Jausan, le domaine du Vieil Orme adoptait environ cette forme. Un vaste rectangle de 200 hectares environ. M. Jausan a voulu être parfaitement équitable. Chacun des deux fils recevait la moitié en surface et en qualité de toutes les terres. Pour les bâtiments, ça a été un peu plus épineux. Les bâtiments d'habitation se font face. Ils sont reliés par ce bloc constitué des granges. Monsieur Jausan a tout partagé par le milieu. André et Jean-Paul recevaient chacun un bâtiment d'habitation plus la moitié du bâtiment central. Malheureusement, la ligne de démarcation passait par le seul bien qui n'existait qu'un seul exemplaire. L'orme. Faut bien dire que cet arbre, hein, c'était une merveille. Fallait s'y mettre à 4 pour arriver à faire le tour du tronc avec les bras. Vous vous rendez compte? Oh, cet orme, il avait bien 200 ans. T'as déjà du temps de ma grand-mère, là. Quand on parlait du domaine, on disait la ferme du Vieil Orme. Alors, vous voyez. Il était stipulé dans le testament d'Émile Jausan précisément ceci. On conservera, tant que la nature voudra lui accorder vigueur, cet arbre honorable qui a donné son nom à notre domaine, et il ne pourra être porté atteinte à son intégrité que par mes héritiers, dans le cas où, d'impérieuse nécessité, les y contraindraient. Fin de citation. Maintenant, retenez bien cette formule. Les héritiers ne pourront toucher au Vieil Orme que si d'impérieuses nécessités les y contraignent. Ce qui signifie que si l'un des deux frères voulait abattre l'arbre pour de bonnes raisons, il ne pourrait le faire qu'avec l'accord explicite de l'autre.
C'était devenu un gag à la gendarmerie, je me souviens. Il se passait pas un mois sans que soit André, soit Jean-Paul viennent porter une plainte pour problème de voisinage ou délit de propriété. Des fois, c'était les deux coup sur coup et pour le même motif. Ah, ça. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais passé maréchal des logis-chefs avec mes collègues pour me bisuter, bien sûr, m'envoyer écouter leurs doléances. Il y en avait des fois où j'étais un petit peu, vous voyez, légèrement fatigué. Branko Tanovic est ouvrier agricole. Il a travaillé pour un des deux frères à la ferme du Vieil Orme. Moi, j'ai été engagé par Jean-Paul. Son frère aussi avait embauché un ouvrier, Alvaro. Ils nous ont fait poser des barbelés pour séparer la cour en deux. Et les deux frères étaient présents. Imaginez si l'un des deux avait grappillé 20 cm à l'autre, ça aurait fait un drame. Comme l'exploitation d'origine était coupée en deux, chacune des moitiés devenait trop petite pour être rentable. Ils se sont endettés tous les deux pour acheter des terres supplémentaires. Et ça a été le motif, non pas d'une querelle comme depuis des années, mais d'un conflit plus grave. Monsieur Pouchelet, un paysan à la retraite, vendait une de ses terres. André, Jean-Paul et la coopérative agricole de la commune se sont battus pour l'acheter. Je vous passe sous silence les coups bas entre les deux frères. Résultat, par peur de se mettre à dos l'un des frères Josan, Monsieur Pouchelet a cédé son terrain moins cher à la coopérative. Non, puis chacun accusait l'autre d'avoir fait capoter l'affaire. Ils se sont retrouvés au milieu de la cour, au seul endroit où il n'y avait pas de barbelé. Ils se sont empoignés. Alors Alvaro et moi, on a empoigné chacun notre patron, puis on les a séparés. Mais à partir de là, ils ne se sont plus du tout adressé la parole. C'était déjà pas très drôle, mais alors après, ça n'a fait qu'empirer. Alors j'avais beau essayer d'en convaincre l'un ou l'autre d'aller habiter ailleurs. Enfin, c'est pas les fermes vides qui manquent, là, dans le pays, hein. Oh, rien à faire, hein. Il est aussi têtu l'un que l'autre. Hein. Et puis, céder la place, hein, ça serait comme baisser la culotte, hein. Alors, quand Jean-Paul a voulu commencer à toucher à l'arbre, alors là, moi, j'ai très bien compris que c'était fichu. Eh oui, toucher à une seule des branches du Vieil Orme, c'était l'équivalent d'une déclaration de guerre. Oh, l'arbre, il était devenu géant. Surtout en largeur. Non, les voitures passaient en dessous, mais Jean-Paul s'est acheté un camping-car. Alors là, évidemment, avec le camping-car, ça passait plus du tout. Et il a voulu couper les branches du bas. Comme les deux frères ne se parlaient plus du tout, Jean-Paul m'a demandé de jouer les intermédiaires. André a refusé par principe et se référant au testament du père Josan. Le passage d'un camping-car ne pouvait pas être considéré comme une nécessité impérieuse. C'est les termes dont il s'est servi exactement. J'ai donc conseillé à Jean-Paul de renoncer ou d'intenter une action en justice. Oh là là, si ces fichus garçons n'avaient pas eu ce caractère de cochon, là. Oh. En sortant de chez le notaire, Jean-Paul est allé au café. Il est rentré pas mal bourré, puis il a continué à picoler pendant le repas. Il disait qu'André allait le regretter. J'ai dû le coucher tellement il était bourré. Je l'ai été réveillé en sursaut, là, à minuit. Il y avait un de ces boucans dans la cour. Alors, je suis allé à la fenêtre pour voir. Ah ben, il y avait le Jean-Paul, là, en plein milieu de la cour, avec toutes les lumières allumées autour. Et il avait même ouvert les phares de sa voiture pour éclairer l'arbre. Et il tenait dans sa main la tronçonneuse en marche et il hurlait. Et puis il a gueulé sous les fenêtres de son frère jusqu'à ce qu'il descende. « Viens voir qui gueulait! Je viens de passer de ton autorisation. Tu sais ce que je vais faire? Je vais couper toutes les branches de mon côté. T'auras qu'à me faire un procès si tu veux, puis dépenser tout ton fric avec les avocats. » Malheureusement, la tension va monter jusqu'au drame. Non mais de les voir se disputer comme ça, moi ça me rendait malade. Oh. Mais le Jean-Paul, il était sorti là avec la tronçonneuse juste pour emmerder son frère. C'est-à-dire Jean-Paul, il a juste coupé une branche, mais pas une grosse branche, une branche basse qui pendait. Je sais pas s'il avait l'intention d'aller au bout de ce qu'il disait. André, lui, pour l'instant, il était resté dans sa chambre. Hein. Et il y regardait là par la fenêtre. Et puis quand il a vu ça, il est redescendu dans la cour en pyjama
Mais il avait pris son fusil avec lui. Après la tronçonneuse, le fusil, l'affaire empire. C'est avec ça que tu comptes m'empêcher qu'il rigolait, Jean-Paul. Mais je sais bien que t'oseras pas tirer. T'es qu'une grande gueule. C'est tout ce que t'es, puis c'est ce que t'as toujours été. André a sorti une balle, il lui a montré. Il a dit, tu vois, c'est pas du gros sel. Tout ce qui me reste, c'est des balles à ailettes. Et je te jure que tu vas y avoir droit. Alors, les balles à ailettes sont utilisées pour la chasse au très gros gibier. Vous voyez, elles comportent des ailettes qui la font vriller dans l'air. C'est fait en plomb, donc c'est très très lourd et très dangereux. Eh bien, je te jure que je t'en expédie une. Si jamais tu touches à mon arbre, qui criait André. Oh, Jean-Paul, là, il a ricané, il a craché par terre, puis il est retourné vers l'arbre, là, puis il a avancé. André a tiré, la balle est partie dans son dos, et elle est passée à ça de Jean-Paul, j'en jurerais. Et elle est allée s'éclater dans le tronc du vieil homme. Un vrai coup de chance. Alors Jean-Paul, il a foncé sur André, là, la tronçonneuse à la main. J'ai cru qu'il allait le couper en deux. Il a donné un grand coup de tronçonneuse dans le fusil. André a lâché le fusil, évidemment. Jean-Paul a laissé tomber la tronçonneuse. Ils se sont précipités tous les deux sur le fusil. Ils ont failli y arriver en même temps. On a entendu un coup de fusil dans la cour. Mais qui avait tiré? On était complètement perdus, nous, avec tout ce remue-ménage, là. Alors on a vu les deux gamins, là, face à face. Les jambes d'André se sont pliées. Il est tombé à genoux. Et puis il s'est couché sur le côté. Et dans la bagarre, André est mortellement touché par son propre fusil. Nous sommes arrivés sur les lieux en même temps que le SAMU. André Jausan était encore en vie, enfin, pas encore mort. Attends, je vais essayer de vous décrire la scène le plus proprement possible. Le projectile lui était rentré par le front et était ressorti par le haut du crâne. Le pauvre homme gisait au sol, immobile. Je pense que son cerveau fonctionnait encore, puisque quand je me suis rapproché de lui, j'ai vu ses lèvres remuer. Et donc d'ailleurs, je l'ai notifié dans mon rapport, j'ai entendu distinctement cette fameuse phrase « Est-ce que j'aurai le droit de me venger ?» Ouais. Est-ce que j'aurai le droit de me venger? Est-ce que j'aurai le droit de me venger? Cette phrase, invraisemblable, prononcée par un moribond, a été consignée dans le rapport de gendarmerie. Elle est si extravagante qu'elle fait le tour du village et obsède le capitaine Piat. Le procès a lieu. Il est constaté qu'après avoir essuyé un coup de feu, Jean-Paul Jausan a arraché le fusil des mains de son frère et qu'il a tiré en état de légitime défense. Le jury lui reconnaît des circonstances atténuantes et le condamne à 10 ans de réclusion. Les Jausan n'avaient pas de famille, pas d'associés pour reprendre la ferme. Elle a été vendue aux enchères. La coopérative agricole s'est portée acquéreur. Mais seulement des terrains. Les bâtiments ont été laissés peu à peu à l'abandon. Et la vieille ferme se décrépit. Vous savez ce que c'est dans les coins où il ne se passe pas grand-chose. La maison du malheur, une bâtisse délabrée, qui a été reconstruite d'ailleurs depuis. Voilà, les gamins ont dû jouer une ou deux fois dans le coin, apercevoir une silhouette, sûrement un vagabond qui dormait là, tout simplement. Bon, ça y est, la légende était partie. Le village avait son fantôme. Le vengeur errant cherchant son assassin de frère. Vous voyez. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. La vengeance d'André est en marche. N'empêche qu'André, il s'est bel et bien vengé. Le mort s'est vengé. Et Jean-Paul Jausan a bénéficié d'un an de remise de peine pour bonne conduite. Et son premier réflexe en sortant de prison, c'était de retourner à la ferme pour détruire le vieil homme. Et là, il a employé vraiment les grands moyens. Il est rentré sur un chantier pour y dérober de la dynamite. Seulement, c'est tout un art de savoir manier de la dynamite. Et on l'a retrouvé projeté contre le mur qui est là-bas, mort. Fait étrange, ce n'est pas le souffle de l'explosion qui a tué Jean-Paul Jausan, mais une balle, qui lui est rentrée entre les deux yeux et ressortie par le haut du crâne. En fait, une balle à ailette. Et exactement au même endroit et de la même façon que son frère. Et la balle provenait du même fusil. Cette balle meurtrière, c'est André Jausan qui l'a tirée sur son frère, 9 ans, 5 mois et 17 jours plus tôt. Souvenez-vous, au cours de l'affrontement, André avait tiré une première fois.
la balle avait frôlé Jean-Paul et s'était logée dans le tronc du vieil orme. Près de 10 ans plus tard, lorsque la charge de dynamite explose, elle expulse le projectile hors de l'écorce avec une formidable violence et frappe Jean-Paul entre les yeux. Alors, vengeance posthume? Assurément non. Comment André aurait-il pu imaginer un plan aussi aléatoire? Non. Hasard. Pur hasard. Il y avait une probabilité sur des millions pour que l'événement se déroule ainsi. Le hasard fait bien les choses, prétend un dicton populaire. Je ne partage pas ce point de vue quand il s'agit de la mort d'un homme, mais avouez tout de même que cette histoire valait la peine d'être contée. L'amnésie est un des états psychologiques les plus douloureux qui puissent exister. Celui ou celle qui perd la mémoire, le plus souvent à la suite d'un accident, se réveille sur un lit d'hôpital avec dans la tête un grand vide. Il ne sait ni qui il est, ni ce qu'il fait là. Le médecin a beau lui dire son nom, ce nom n'éveille en lui aucun écho. Ses proches ont beau se presser à son chevet, lui affirmer qu'ils sont son conjoint, ses enfants, ses amis. Il a l'impression d'être entouré d'étrangers. Alors il fait des efforts, mais rien à faire. Il ne peut pas remonter plus loin que son réveil. Avant, il n'y a qu'un trou noir. C'est comme s'il venait de naître ici même, dans cette chambre. L'hôpital est devenu une maternité, lui-même un nouveau-né adulte, avec des dizaines d'années qui lui échappent. Le plus souvent, heureusement, la mémoire revient au bout de quelques jours ou de quelques semaines, même si beaucoup de souvenirs restent à jamais perdus. Pourtant, il y a une situation pire encore. C'est lorsque l'amnésique est retrouvée errant quelque part, sans papier et sans rien qui puisse permettre de l'identifier. Il peut tout penser des circonstances qui l'ont amené dans cet état. Et s'il souhaite, bien sûr, retrouver la mémoire, il a en même temps une terrible appréhension de ce que va lui révéler son passé. Telle est la situation du personnage principal de cette histoire. C'est un homme, il est âgé d'une quarantaine d'années, et c'est tout ce qu'on peut dire à son sujet. Le reste est inconnu de tous, à commencer par lui. Que va-t-il devenir? Il n'en a pas la moindre idée. Il a conscience que tout peut lui arriver. Tout. Je vous propose de suivre mon enquêteur Romain, qui est allé à la rencontre des témoins de cette étonnante histoire. Je suis né une deuxième fois au cours de cette curieuse époque de ma vie. Mon univers, c'était mon médecin, le docteur Spack, les murs de l'hôpital et ma chambre. C'était tout. Tout le reste de votre vie était effacé. Ah, le néant complet. Aucun souvenir. Je me rappelais même plus de mon nom. Vous aviez des problèmes de mémoire à long terme, mais aussi de mémoire immédiate. Ah ouais, tout à fait. Parfois, je me rappelais pas du tout de ce que j'avais fait l'instant d'avant. Et c'est grâce au docteur Spack que vous avez commencé à retrouver votre mémoire immédiate. Curieusement, mon premier souvenir vraiment net date du jour de mon départ. Vous allez bien aujourd'hui? Ah oui. Très bien. Quel âge avez-vous? 40 ans. Quel jour sommes-nous? Mardi. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Bertrand Morange. C'est très bien, Bertrand. Vous avez fait le gros progrès, c'est très bien. Le docteur m'a dit, comme vous le savez aujourd'hui, c'est le grand jour. Le grand jour? Le grand jour. Il employait souvent ces mots depuis quelque temps. C'était le jour où ma femme devait venir me chercher. Suite à un article et une photo parue dans la presse, Madame Morange, riche industrielle, s'était présentée chez le docteur Spack. Elle affirmait reconnaître l'amnésique comme étant son mari. Bonjour, docteur. Madame Morange, bonjour.
J'attendais votre visite avec impatience. Je vous ai apporté les photos. Je suis un petit peu émue. J'ai la certitude que c'est lui d'après la photo que j'ai vue sur le journal et... Oui, ça lui ressemble et effectivement, c'est très étonnant. Il a été arrêté pour vol à l'étalage. Oui, c'est la police qui l'a amené, qui vivait dans la rue, perdu, sans aucun repère, une amnésie totale. Et je voudrais savoir dans quelles circonstances votre mari avait disparu, Madame Morange. Écoutez, il était en voyage, il n'est jamais revenu. Il était parti en 4x4 et comme on n'a jamais eu de nouvelles, il y a eu des recherches qu'il n'a jamais été retrouvé. On a conclu qu'il était mort. Et il y a une possibilité que je le vois aujourd'hui. Il se promène actuellement. Dans le parc, là? Oui. C'est lui. Ah, ça fait... Bertrand. Vous allez le rencontrer bientôt, hein. La police, n'ayant rien trouvé au cours de l'enquête, est fort de la ressemblance troublante entre l'amnésique et le mari de Madame Morange, la rencontre est enfin organisée. Ah, docteur. Bonjour Bertrand. Bonjour madame. Bertrand, c'est moi. Agnès. Et Bertrand, c'est votre femme, vous vous souvenez? Agnès. On va rentrer chez nous. Agnès. D'accord. C'est le grand jour, Bertrand. Vous avez ressenti quelque chose en la voyant? Non. Je savais qu'on s'était vus plusieurs fois au cours de dernières semaines, mais je n'arrivais pas à mettre un visage sur son nom. Elle avait une voix très douce. Elle avait un parfum très agréable, mais j'étais désolé de ne pas me souvenir d'elle ni de nous. Je me suis dit que j'avais quand même bon goût. Et c'est ainsi qu'un petit matin de septembre, l'amnésique s'apprête à vivre une toute nouvelle vie. Il n'avait aucun papier sur lui? Non, absolument rien qui puisse permettre de l'identifier. Et la police voulait savoir s'il souffrait réellement d'amnésie ou bien si c'était simulé. Pour vous, il ne le simulait pas? Ah non, en aucun cas. Il souffrait d'une amnésie totale et manifestement d'origine traumatique, comme le laissait supposer sa peur des voitures. Vous aviez peur des voitures? J'ai été pris d'une peur panique en sortant de l'hôpital devant la voiture de ma femme. Et alors? Bon, elle m'a rassuré. Elle a roulé très lentement. Je tremblais comme un gamin. C'était incontrôlable. Vous pensez que cette angoisse avait un lien avec les circonstances au cours desquelles vous avez perdu la mémoire? Ah oui. C'était comme si mon corps ressentait quelque chose qui s'était effacé de mon cerveau. Ça va aller. Je suis sûre qu'il y a des souvenirs, il y a des choses qui vont revenir rien qu'en voyant la maison. Je vais te faire écouter quelque chose. Écoute bien. Elle m'a dit que j'adorais Prokofiev depuis toujours. Prokofiev ne lui dit pas grand-chose. En revanche, le collier de perles d'Agnès semble le fasciner. Ce n'est pas un peu étonnant, je veux dire, qu'un homme disparu à l'autre bout du monde puisse se retrouver des années plus tard dans la région où il vivait autrefois, alors qu'il est amnésique? Non, ça arrive parfois. On observe chez certains amnésiques une mémoire inconsciente, une sorte d'instinct qui les pousse à revenir sur leur lieu familier. La maison des Moranges va-t-elle réveiller en lui des souvenirs? Agnès Morange, elle vous a fait quelle impression à l'époque? C'est d'une femme courageuse, hein. Vous savez, c'est dur pour les proches. Il faut faire le deuil de la personne que vous avez aimée et accepter de l'accompagner sur un chemin à l'issue très incertaine, hein. Vous comptiez sur Agnès Morange pour accélérer le processus? Oui, parce que tous les proches d'un amnésique sont susceptibles de stimuler sa mémoire, hein. Donc la famille, les amis, les collègues de travail, les décors, les objets familiers sont la meilleure thérapie pour l'aider à renouer les connexions rompues.
Bonjour. Bertrand, je te présente Madame Traoré, que tu peux pas connaître, qui travaille seulement depuis 2 ans ici. Mon mari. Bonjour madame. Après, vous, je vous en prie. C'est vraiment un truc bizarre, hein. Vous entrez dans une maison complètement inconnue et on vous dit que vous y avez habité pendant près de 10 ans. Et en plus, une maison superbe. Un vrai petit château. Bertrand. Ben, on est monté à l'étage et Agnès m'a dit qu'on ferait chambre à part. Je vais te montrer nos chambres. Que nos retrouvailles seraient progressives. Et en entrant dans la chambre, j'ai tout de suite eu envie d'essayer mes costumes. Pour voir. Et ces costumes alors? Ah oui, c'était à sa taille. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On y est presque. Monsieur Morange, sur les photos, il était beaucoup plus élégant, il avait plus de classe. Alors que là, il avait pris un coup de vieux, mais bon, madame avait l'air satisfaite. C'est typiquement le genre de photo face à laquelle on se dit quel beau couple, ces deux-là vont bien ensemble. Non? Oui. C'est ce que je me suis dit. Je lui ai demandé si on avait des enfants. Il m'a dit que non. Mais qu'il n'était pas trop tard. En entrant dans la maison, en essayant les costumes, vous espériez un déclic? Évidemment. J'avais tellement besoin de savoir qui j'étais. Je me disais que la vie auprès de cette femme devait être formidable, que je devais être quelqu'un de bien. À ton retour? Vous avez cherché à retrouver votre famille? Bien sûr. Agnès m'a dit que j'étais de l'assistance publique, donc je n'avais pas connu mes parents. Bon, j'étais orphelin, je venais de nulle part. Ça collait bien avec l'impression que je ressentais. Et concernant sa famille, à elle? Sa famille vivait aux États-Unis. Elle prévoyait de m'y emmener plus tard, quand j'irai mieux. Vous aviez probablement des amis dans les environs? Oui. Elle m'a dit, je te les présenterai, quand tu seras prêt. C'est ton bureau. Je me suis installé dans la vie de Bertrand Morange, mais je me sentais comme un enfant qui s'apprête à jouer avec les affaires d'un adulte. Notre homme ne reconnaît rien de cette vie agréable, de ce cadre luxueux. Les objets sont-ils les siens? Ce bureau, lui appartient-il? Et cette femme, qui le regarde avec attention, la connaît-il vraiment? J'ai vu cette photo, et ça peut paraître bizarre, mais immédiatement, ce type m'a fait l'effet d'un intrus. C'était Paul Rollin, l'associé d'Agnès Morange. Voilà. Alors Agnès m'a expliqué qu'ils travaillaient ensemble depuis ma disparition en 1997, et qu'il avait beaucoup aidé à s'initier précipitamment à la gestion de l'entreprise. Vous lui avez parlé? Oui, quelques jours plus tard.
C'est lui. D'accord. Hein? Paul, Bertrand. Enchanté, Paul Rollin. J'ai eu une antipathie immédiate pour ce type. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Des banalités. Qu'il était content de me connaître enfin. Que... quel effet ça faisait de rentrer à la maison. Je savais pas quoi lui dire. J'ai l'impression que ça lui faisait plaisir. Alors, ça fait quel effet de revenir à la maison après tant d'années, là? Ça doit vous faire plaisir, non? Ah, allez, je suis sûr que vous avez très vite vous rétablir, là. On va faire une bonne équipe, là, tous les trois. Hein? Vois-tu bien, Agnès, on a du boulot, là. Monsieur? Monsieur Morange a compris tout de suite la nature des relations entre Agnès Morange et Paul Rollin? Bien sûr. Monsieur Rollin a continué de venir voir madame 2 ou 3 soirs par semaine, comme si son mari n'était jamais revenu. Il se sentait comme s'il était chez lui, en fait. Ah, mais je ne l'ai pas laissé faire. Hein. Il n'y avait pas d'ordre à me donner. D'autant qu'il avait changé la nature de ses relations avec madame Morange. Hein. C'était plus le grand amour. Ils se disputaient souvent. Il venait faire quoi, exactement? Il voulait lui faire signer des papiers qu'elle ne voulait pas signer. Des papiers concernant l'entreprise? Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle me disait que si elle cédait, elle était sûre qu'il se débarrasserait d'elle. Et ça la faisait pleurer. Vous avez reçu les Morange en consultation quelques jours après le départ de votre patient? Oui, c'était une consultation de routine. Madame Morange était très optimiste. Elle disait que son mari retrouvait ses marques peu à peu. Il vous a semblé comment? Lui, il m'a semblé amoureux. Je leur ai demandé s'ils avaient retrouvé une vie intime et visiblement, de ce côté-là, ça coinçait un peu. Vous pensez que ça pouvait aider la guérison? Ah, tout à fait, oui. Et même en cas d'échec, ça ne fait de mal à personne. Ils étaient réticents? Lui, non. Mais elle était, disons, embarrassée. Bon, ce qui, d'un côté, pouvait se comprendre. Hein. Après 6 ans de séparation... Ce soir-là, elle m'a dit qu'elle voulait redevenir ma femme. Ah, on était comme 2 adolescents, il fallait tout réapprendre. Il a fallu un peu de temps. Le désir est venu. Ouais, c'était comme un réveil, après un très long sommeil. Bertrand. C'était comme avant. Tu te souviens? Elle a dit comme avant, tu te souviens? Non, je me souvenais pas. Pour moi, c'était notre première nuit. J'ai pas osé lui dire. Par contre, à partir de là, je me suis senti beaucoup mieux. J'ai commencé, disons, à me sentir chez moi. J'ai eu envie d'apprendre qui j'étais. Et dans cet apprentissage, vos problèmes de mémoire immédiate n'étaient pas un obstacle? Ah si, c'était loin d'être simple. Hein. Même si je progressais globalement. Hein. Mais j'avais des doutes quelquefois, des rechutes de temps en temps. Des doutes? Par exemple? Un jour, j'ai constaté que je n'écrivais pas comme avant. Et Agnès m'a dit, mais ça lui semblait tout à fait normal. Après tout, il était logique qu'un amnésique oublie sa propre écriture. Et puis elle m'a dit, pour me rassurer, qu'elle poserait la question au docteur Spack. En fait, je me suis rendu compte que mes trous de mémoire étaient sélectifs. Bah oui, je me suis rendu compte que quand quelque chose n'allait pas, que j'allais pas bien, j'oubliais. Par exemple, Rollin, le jour où il est venu dîner, après qu'on se soit rencontrés, lui, je l'ai carrément oublié. Bonsoir. Bonsoir. C'est Paul. Alors? C'est une blague, Bertrand. C'est mon associé. Ah oui, On Paul. reconnaissait. Monsieur. C'est un marrant, ou hein? Bon. On va pouvoir aller dîner. Ah bah très bien.
toute façon, Agnès, le marché européen est complètement étriqué. Hein. Maintenant, il faut s'ouvrir au marché américain ou alors à la Chine. Mais oui, c'est là qu'il faut aller, en Chine. Tu ne me convaincras pas. Arrête de me répéter ça, j'ai déjà tout entendu. Non mais attends, Agnès, sois raisonnable, bon sang. Je ne signerai pas. Je pense que c'est clair. Attends, Agnès. La Chine juste à côté de notre premier fournisseur, l'Indonésie. Il n'y a pas à hésiter. De la Chine, de l'Indonésie, je ne signerai pas. Ah, t'as tort. L'associé de Madame Morange boit et parle beaucoup. Qu'est-ce qui n'allait pas? Madame lui reprochait de jeter l'argent de l'entreprise par les fenêtres. Lui disait que c'était pour l'image de la société, qu'il fallait voir grand, vivre avec son temps. Que faisait-il de cet argent? Il passait la moitié de son temps en Indonésie pour rencontrer les fournisseurs. Moi, je crois plutôt qu'il organisait des soirées dans les palaces. C'était un gouffre, cet homme-là. Écoute, maintenant, Paul, on arrête de parler de ça. Non, Agnès, faut voir grand. Là, toi, tu es tout petit avec ton entreprise. Il faut dépasser les frontières, mon sang. J'en ai assez de t'entendre parler de fric. Ah, tu dis n'importe quoi, tu me Comment gonfles. ça, je dis n'importe Paul, quoi? on baisse d'un ton, s'il vous plaît. Il devenait de plus en plus autoritaire. Il lui a même dit « Il va bien falloir que tu t'adaptes ». Tout ça sous le nez de monsieur. Ça suffit maintenant. Mais il faut que tu J'en ai t'adaptes, assez de T'es vraiment t'entendre. trop con, alors. Et brusquement, la vision de ce raisin à terre va arrêter net notre amnésique. Tout à coup, j'ai eu un choc, comme un souvenir qui frappe à la porte. La porte s'entrouvre et foup, elle se referme. Et à partir de là, j'ai eu un blanc, une absence. C'était bienvenu quand même. Arrête. Embrasse-moi, Agnès, embrasse-moi. Arrête. J'ai envie de toi, Agnès. Arrête. Quand notre homme reprend ses esprits, Paul Rolin est manifestement ivre. Est-ce que Madame Morange avait peur de lui? Oui. Il était menaçant? Il était de plus en plus agressif, de plus en plus grossier. Il ne voulait rien entendre. Signe ce contrat et Jérôme apporte tout de suite 1 million d'euros. Je n'ai pas confiance dans ton Jérôme. Mais attends, c'est un ami. Je n'en ai rien à foutre. Mais je ne signe pas. Mais si tu signes pas, tu vas dans le arrête mur. avec cette histoire de signature. Je n'ai pas envie d'être minoritaire dans la société. Mais alors, c'est ça. mais minoritaire. Vous pensez qu'il aurait pu diriger l'entreprise sans elle? Moi, j'y connais rien. Hein. Mais il a essayé plusieurs fois de lui faire signer ses papiers. Il lui disait qu'elle n'avait pas le choix. Pour elle, c'était un cauchemar. Vous avez parlé avec Agnès de ce qui s'était passé ce jour-là avec Paul Rolin? Ah oui, je lui ai demandé des explications. Elle était inquiète, hein, il devenait ingérable. Il voulait faire entrer un ami à lui dans l'affaire. Il était question qu'il apporte de l'argent, mais elle deviendrait minoritaire. Et elle était persuadée que Rolin n'attendait que ça pour l'écarter de la direction. Elle vous a demandé explicitement de lui venir en aide? Non. Non, je lui ai proposé, je lui ai demandé comment l'aider. Elle m'a dit en m'aimant. Ensuite, j'ai parlé de l'incident des grains de raisin. Ça faisait un tilt dans ma tête. J'étais sûr qu'il y avait là comme un souvenir, mais très vague, hein, très lointain. Quelle a été sa réaction? Elle m'a dit qu'on avait fait connaissance dans une soirée à la fin des années 80. Je venais de monter ma société, et puis son collier s'est détaché, les perles sont tombées par terre, je me suis précipité pour les ramasser. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il vous a fait quel effet, ce souvenir? Ça sonnait bizarrement. Il avait l'air de n'en recouvrir un autre. Cet homme qu'il a été autrefois, ce Bertrand Morange, il a besoin de mieux le connaître. Il va écouter sa voix grâce à son dictaphone qu'il utilisait souvent. On va se promener? Le lendemain, les cassettes, le dictaphone, tout ça, ça avait disparu. Vous lui en avez parlé? Elle m'a dit que ma mémoire avait joué des tours. Et vous l'avez cru? Je savais pas. J'étais tellement paumé. Madame Orange m'a téléphoné, son mari rechutait. Je sais, vous m'avez prévenu, mais... Je lui ai expliqué que la guérison n'était pas un processus linéaire, surtout dans un cas aussi lourd. Mais ces rechutes étaient toujours liées à des circonstances, à des états émotifs particuliers, non?
Oui, alors justement, j'ai demandé à Madame Morange s'il y avait à ce moment précis pour son mari un motif possible de contrariété. Je sens chez mon mari une sorte de violence qui est liée, oui, à la relation que j'ai eue avec mon associé, qui est en train de se terminer, mais... Elle supposait que la jalousie de son mari commençait à le perturber énormément. Elle vous a dit qu'il était jaloux? Non, elle a surtout insisté sur la fragilité de son mari, son antipathie pour son associé et une violence potentielle qu'elle croyait sentir en lui. Alors là, je lui ai dit qu'il fallait lui expliquer clairement la situation et le rassurer. On est parti se promener, elle m'a demandé de lui passer ses lunettes de soleil. Est-ce que tu peux regarder si mes lunettes sont dans la boîte à gants, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? C'est à toi? Ça, c'est à moi? Oui. Elle m'a dit que le revolver, c'était à moi. Elle m'a demandé si je m'en souvenais. Ben non, je m'en souvenais pas. Elle l'avait toujours gardé. Et elle avait l'impression que grâce à lui, je la protégeais. Elle m'a dit qu'elle savait pas s'en servir. Et ça la faisait rire. À ce moment-là, vous avez commencé à vous douter de quelque chose. Il y a eu Steve dans l'après-midi. J'avais entendu du bruit. Madame Traoré voulait pas le laisser rentrer. Je suis descendu. J'avais pour consigne de ne laisser entrer personne en l'absence de madame. Elle disait que c'était pour le protéger. Alors, le type s'est présenté à moi. Thomas, un ami. Bon. Bonjour, Bertrand Morange. Thomas? Bah Thomas, tu le reconnais pas? On a bu un café ensemble. On s'observait mutuellement. Hein. Mais bon, il avait l'air sympathique, assez franc. Mais quelque chose l'intriguait beaucoup. Quoi? Bah, d'un seul coup, il m'a dit ma voix n'est plus la même. Et puis tout d'un coup, hop, il est parti. Ça vous a troublé? Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai repensé aux cassettes. Je ne devrais pas vous dire ça, monsieur, mais les éboueurs ne passent que 2 fois par semaine. J'ai trouvé cette cassette dans la poubelle. Bertrand Morange, Jakarta, 3 février 89. Lucia, merci de traduire cette lettre et de la faire porter avant ce soir à la société Dafong. Messieurs, je me réfère à votre fax daté d'aujourd'hui, 3 février, par lequel vous me faites savoir que vous n'êtes pas en mesure de nous livrer les pièces dont nous étions convenus. Je prends note de cette... Tout s'effondrait. Je revenais à la case départ. Vous êtes allé voir Agnès pour lui demander des explications? Je suis allé direct à son bureau. J'ai trouvé Paul. Alors je suis parti. Je comprenais plus rien. Alors je suis allé voir le docteur Spack. Il m'a fait écouter la cassette et là, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Je lui conseillais de rentrer chez lui et de ne rien dire à sa femme. J'avais l'intention de la convoquer très rapidement. Bon, Agnès, pour la dernière fois, signe. T'es vraiment trop bête, hein. Si ça tenait qu'à moi, il y a longtemps que tu serais plus là. Quand je suis revenu, Agnès et Rollin s'engueulaient, mais ça ne me concernait plus. Il était revenu à la charge avec ses fameux contrats. Alors ils se sont disputés un bon moment, et puis ils se sont calmés et ils se sont remis à travailler. Tout recommençait. Cette impression d'avoir le cerveau lisse et blanc comme un lavabo. Cette impression de ne pas savoir qui j'étais. J'étais complètement perdu. Puis à quoi ça rimait, cette comédie? Ce soir-là, Madame Morange m'a demandé de partir un peu plus tôt. Elle était très nerveuse. Je suis sortie en oubliant mon sac. J'avais un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Bertrand Morange, Jakarta, 3 février 89. Lucia, merci de... Allô, venez vite! Venez vite! C'est mon mari qui... Mon mari vient de commettre un meurtre! Oui!
Morange, rue des Marronniers, oui. Agnès! 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 Descends! Je lui ai couru après. Je voulais qu'elle me dise tout, je voulais qu'elle me parle en face. Je voulais qu'elle me dise qu'elle m'aimait pas, que j'étais pas Bertrand Morange et qu'elle m'avait manipulé, quoi. Elle a foncé sur la route, sans regarder. Elle a grillé un stop. Une voiture est passée, il y a eu un fracas de tôle. La voiture d'Agnès a été pliée en deux, quoi. Elle est morte pendant son transfert à l'hôpital. Cet accident a eu un effet inattendu sur vous, n'est-ce pas? Ouais, j'ai revu le collier, les perles qui tombent. Ça, c'était un vrai souvenir. Ma femme s'appelait Bénédicte. Son collier s'est détaché. Elle a perdu les perles dans la voiture. Moi, je conduisais. Bêtement, j'ai essayé de l'aider à la chercher. Un camion roulait en sens inverse et elle est morte sur le coup. C'est ainsi que vous avez perdu la mémoire et que vous avez disparu dans la nature. Un choc frontal plus un choc émotionnel. L'accident d'Agnès m'a rendu mon identité. Je m'appelle Philippe Caron, j'ai 42 ans et j'étais peintre en bâtiment. Après l'accident qui a provoqué la mort de sa femme, Philippe Caron a perdu la mémoire et il est devenu un vagabond. Va suivre une longue période d'errance et de galère. Jusqu'au jour où Agnès Morange, frappée par la ressemblance entre Philippe Caron et son mari disparu, décide de tirer parti de son amnésie pour lui faire endosser un meurtre. Aujourd'hui, je suis complètement guéri. Ma mémoire est toute neuve. Et si... Enfin, comment dire... Si Agnès Morange n'avait pas eu ses intentions criminelles, si elle avait seulement prétendu vous reconnaître comme étant son mari, comment ça se serait passé? On peut tout imaginer, hein. Le rêve aurait pu fonctionner. Par un détail près, il aurait fallu qu'elle soit amoureuse. Mais bon, contrairement aux apparences, c'était pas dans son scénario. Vous lui en voulez pas trop, apparemment. Non, plus du tout. Je dirais presque au contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que finalement... Finalement, elle m'a permis de renaître. Vous travaillez ici maintenant? Oui. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Au revoir, monsieur Morange. Monsieur Caron. Ouf, pardon, excusez-moi. C'est vous qui perdez la mémoire. Je vous raccompagne. Ah, on met Juliette Prokofiev. J'ai toujours adoré. Vous avez du goût. Allez. À bientôt. À bientôt. Ah, pas trop vite. Au revoir. Philippe Caron, puisque nous pouvons enfin l'appeler par son nom, a repris, après cette aventure pour le moins mouvementée, son métier de peintre en bâtiment. Mais bien que son savoir ancien lui soit revenu tout de suite et qu'il ait accompli plus que correctement sa tâche, il a vite ressenti un sentiment de malaise et de frustration. Le milieu dans lequel il avait vécu, ses problèmes de chiffres, de gestion, de finances, qu'on évoquait sans cesse devant lui, finissaient par l'obséder. Et il s'est dit, ben pourquoi pas? Et il s'est inscrit à un stage de gestion. Il s'est alors découvert des talents insoupçonnés. Après avoir brillamment réussi ses examens, il a trouvé un poste dans le service commercial d'une importante entreprise de la région parisienne. Et ce n'est pas tout. Il vient d'apprendre que la société d'Agnès Morange, après sa mort et celle de Paul Rollin, avait été confiée à un repreneur et qu'elle cherchait un directeur commercial. Il a fait acte de candidature. Côté cœur, je me suis laissé dire que Justine Traoré avait décidé de l'aider à retrouver la mémoire.